Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, pour nous parler de son livre « Le ghetto scolaire », édité aux éditions du Seuil et coécrit avec le sociologue François Dupay. Dans cet ouvrage, ils expliquent les mécanismes de la ségrégation scolaire et ses conséquences sur la réussite des élèves. L'impact sur les quartiers populaires est fort et nous en sommes témoins tous les jours dans nos interventions sur le terrain. Ensemble, nous évoquons des solutions, des pistes de réflexion pour permettre à l'école, mais aussi à l'ensemble des professionnels de l'éducation, d'aider tous les enfants à s'épanouir et devenir des citoyens et citoyennes à part entière. Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, et merci beaucoup de participer à notre podcast Parlons Science, merci. Le podcast de la médiation scientifique. Je vais vous laisser vous présenter, mais qui êtes-vous, Madame Vallaud-Belkacem ? Alors donc, je suis une ancienne ministre, de manière générale une politique assez engagée dans la vie élective locale puis nationale. Mais c'est vrai que quand j'ai été ministre pendant 5 ans, entre 2012 et 2017, j'ai été en charge au départ des droits des femmes, puis ensuite de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, je crois que c'est à ce titre-là, pour l'essentiel, que vous m'invitez et que je suis vraiment ravie de vous rencontrer et de participer à ce podcast. Ces dernières années, je me suis engagée davantage dans le monde de la solidarité internationale, de la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, au service d'ONG, et puis de la question aussi des migrations, qui sont le grand défi de notre temps. Et je préside France Terre d'Asile, qui s'occupe des demandeurs d'asile, qui les héberge, les accompagne, les aide lorsqu'ils sont sur notre territoire. Voilà, en quelques mots. Et puis, je terminerai quand même en disant que je suis élue à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où je préside le groupe socialiste, écologiste et démocrate. Puis, je me permets de préciser que vous êtes écrivaine aussi. Ça m'arrive d'écrire, de publier sur des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, on y retrouve notamment la question éducative, bien sûr. On en parlera un peu plus juste après. Je vais vous poser les mêmes questions qu'on pose à tous nos invités et toutes nos invitées. Quel est votre rapport d'ailleurs actuellement aux sciences? Et puis quand vous étiez enfant, quel était aussi votre rapport enfant à cette matière très particulière? Alors, je vous avoue que si je devais choisir parmi les disciplines scientifiques, je ne me souviens pas avoir été particulièrement férue de mathématiques ou de sciences physiques. En revanche, SVT, oui. Enfin, à mon époque, d'ailleurs, ça s'appelait autrement. Oui. Biologie. Biologie, sûrement. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences et vie de la Terre, j'avoue que ça m'intéresse, que je trouve que... En fait, c'est une façon de reprendre contact avec des choses qui relèvent de la nature, de la biologie, et qui nous détachent un petit peu de l'instantané, de l'immédiat. Bon, quand j'étais jeune, on n'avait pas les écrans, mais y compris quand j'en parle à mes enfants qui ont aujourd'hui des écrans, j'aime bien travailler cette matière-là avec eux, parce que finalement, ça nous amène à nous poser des tas de questions un peu ontologiques, un peu fondamentales. Du concret aussi. Oui, sur comment fonctionne la vie, l'environnement, la nature autour de soi, son propre corps, ses propres mécaniques intérieures. Enfin, je trouve que c'est passionnant comme matière scientifique. Donc, vous aviez cette matière plus particulièrement. Oui, j'aimais vraiment bien. Et c'est vrai qu'à Ébulliscience, nous s'intéresse aussi aux questions pédagogiques. On dit qu'on est plutôt dans le champ des pédagogies actives. Mais justement, cet aspect pédagogique, est-ce que, toute matière confondue d'ailleurs, il y a un enseignant ou une enseignante qui vous a particulièrement marqué par la qualité de son ensennement ou... Écoutez, j'en ai plusieurs, évidemment, dans des disciplines diverses, mais puisque vous faites allusion à ce qu'on appelle les pédagogies actives, je dirais que celui dont je me souviens beaucoup, c'est un enseignant d'histoire-géographie, mais qui était extrêmement interactif dans sa façon de faire cours. Et donc, je pense qu'avant l'heure, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la notion de pédagogie active, ce qui me plaisait, c'était quand même ça. C'était le fait que régulièrement, à la fin de son cours, il prenait le temps de nous interroger sur l'actualité, si on l'avait suivi, ce qu'on en pensait, et de nous pousser à intervenir. Et en fait, moi, j'ai toujours considéré qu'on comprenait, qu'on
retenait même beaucoup mieux ce qu'il y avait à retenir, les informations, lorsque on avait un peu contribué à leur façonnage d'une certaine façon. En étant actrice, en fait, finalement. En étant acteur de l'apprentissage, évidemment. Merci d'avoir répondu à ces questions habituelles. Et maintenant, je vais me permettre de vous poser des questions plus particulièrement sur le livre que vous avez coécrit avec François Dubet, qui est sorti aux éditions du Seuil, qui s'appelle « Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme ». Déjà, comment est née cette idée de collaboration avec François Dubet ? En fait, il y a deux raisons. La première, j'ai envie de vous dire tout simplement, j'aime beaucoup François Dubet. Et je comprends. Et je pense que dans ma bibliothèque, d'ailleurs, un jour, il est venu chez moi et je lui ai montré, ça l'a un peu fait rougir, mais j'ai toute une étagère où il y a tous ces livres bien classés pour le coup. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé ses analyses et en particulier, je me souviens d'un livre qu'il avait intitulé « La préférence pour l'inégalité » et que j'avais trouvé très fort en fait parce que ça mettait le doigt sur ce qui ne va pas en fait dans notre pays. Ça vous parlait particulièrement. Mais bien sûr, et notamment à l'égard de la question éducative, pas que. Mais c'est vrai, je veux dire, le problème, c'est que liberté, égalité, fraternité sont inscrits au fronton de nos monuments, de nos écoles, mais en réalité, on est dans un système où on pense que ce qui va servir notre enfant, c'est qu'il s'en tire mieux que la masse, c'est de jouer à notre profit toutes les inégalités possibles, etc. Et donc, bon, François Dubet, je l'ai toujours trouvé assez constant et intéressant dans ses analyses. Première chose. Et puis deuxième chose, en fait, quand j'ai écrit ce livre, on est en 2023, quand j'ai voulu l'écrire, on est en 2023, et pour vous raconter rapidement l'histoire, quelques années auparavant, j'étais ministre de l'Éducation. J'avais voulu prendre vraiment à bras-le-corps la question de l'absence de mixité sociale dans les établissements scolaires, en essayant d'inventer de nouvelles solutions, de nouvelles réponses qui ne l'avaient pas été auparavant. Et l'idée me vient à ce moment-là, en 2015, donc, que ce qu'il faut, c'est partir du terrain et, dans la dentelle, construire avec les collectivités locales finalement des solutions, établissement par établissement, pour mélanger les élèves. Et donc, c'est les fameuses expérimentations qui vont être lancées en 2015. Elles sont de nature très variée, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Et qui seront, à ma demande, suivis par une équipe de chercheurs pendant plusieurs années. Alors moi, je quitte mon ministère en 2017, comme vous le savez, mais ces chercheurs continuent d'œuvrer. Et c'est en 2022 qu'ils clôturent leur évaluation sur la cohorte d'élèves concernés. Ils rédigent leur rapport final, leur évaluation, donc, qui sort en 2023. Et quand j'en prends connaissance, je me rends compte qu'il est fabuleux, en fait, ce rapport final, parce qu'il raconte la réussite de ces expérimentations, à la fois sur un plan académique, avec de meilleurs résultats pour tous les élèves, l'ensemble des élèves, sur un plan de discipline et de climat scolaire, sur un plan de projection dans la vie et dans l'avenir. Bref, des choses très positives. Et quand je vois sortir cette étude, je me dis, pour une fois que dans l'éducation, on a une bonne nouvelle, quelque chose qui a marché, qui est établi de façon scientifique et objective, ça va faire la une des journaux. Que nenni. Et il n'en a pas du tout été question, évidemment, parce que, en fait, ça n'intéresse pas grand monde, les bonnes nouvelles. Et donc, de fait, au bout de quelques semaines, j'appelle les chercheurs en question et je leur dis, mais j'ai vu passer vos travaux, qu'est-ce que vous allez en faire, en fait? Parce que je vois pas de commentaires sur ce sujet. Et ils me disent, mais si, on a prévu de publier un article dans une revue à comité de lecture en anglais. Enfin, je veux dire, dans leur esprit, c'était quelque chose de très positif, haut niveau, bien sûr. Et c'est vrai que scientifiquement, c'est un truc de haut niveau que de publier sur ce sujet. Mais je dis, en fait, le problème, c'est que du coup, ça contribuera pas du tout au récit qu'on essaye d'imposer dans l'opinion publique auprès des observateurs, qui est la mixité sociale, ça a du bon. Et donc, il faut quelque chose qui vulgarise quand même ces résultats. Et en réalité, je me suis dit que c'était peut-être mon rôle de faire cette vulgarisation. Vous êtes emparée de cela. De m'emparer de ces résultats, de les raconter à ma sauce en rendant le récit accessible. Et comme j'avais lancé ces expérimentations en 2015 en insistant sur la dimension évaluation scientifique, je me suis dit, justement, en clin d'œil, je ne vais pas l'écrire seul, ce livre. Je vais l'écrire avec un scientifique, un sachant, entre guillemets.
Et donc, j'ai proposé à François Dubé d'être celui-là, parce que c'était intéressant aussi de se répondre d'une certaine façon la politique et le savoir sur ce sujet. Bah écoutez, super. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est déjà cette notion, enfin, vous parlez d'école du tri, c'est fort. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous entendez plus précisément par cette école du tri ? Oui, c'est vrai que c'est marrant que vous ayez tiqué là-dessus, c'est très intéressant parce qu'il y a des mots comme ça, et d'ailleurs le titre, le ghetto scolaire. Oui, il est très fort aussi. Oui, bien sûr, on s'est posé la question avec François Dubé, tous les deux. Enfin, je veux dire, il y a une chose qui ne doit pas faire l'ombre d'un doute pour personne, pour aucun de nos lecteurs, c'est que lui, comme moi, nous aimons l'école française. On n'écrirait pas ce livre si on ne l'aimait pas à ce point-là. On aime ses enseignants, on aime son histoire, son héritage. Bon, mais simplement, ce que l'on dit, c'est que les moyens aujourd'hui ne sont pas pensés, ne sont pas donnés à ceux qui la font vivre au quotidien, cette école, pour qu'elle soit synonyme d'égalité réelle, d'accès à la réussite. Et la principale illustration de cela, il y en a deux en réalité d'illustrations. La première, c'est quelque chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est que vous avez des établissements dans lesquels ça fuit depuis le plafond, l'entretien n'est pas fait, il y a des souris qui traversent les salles de classe, etc. Puis il y a des établissements où il fait bon vivre. Bon, donc ça, c'est l'illustration par les moyens. On ne donne pas les mêmes moyens aux établissements scolaires en fonction de là où ils sont installés et donc de la population qu'ils accueillent. Première inégalité. Voilà. Mais il y a une deuxième illustration qui passe plus sous les radars, c'est on ne fait pas en sorte de faire grandir les élèves ensemble, en fait. On s'accommode de ce tri, d'une certaine façon, qui consiste à avoir des élèves qui ne vivent pas du tout les mêmes expériences, qui se retrouvent entre communautés qui leur ressemblent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise dans notre sous-titre « En finir vraiment avec le séparatisme », parce que, franchement, dans les débats des dernières années... nombreux ont été ceux qui ont agité la question du communautarisme, comment finir avec le séparatisme. Mais en fait, le séparatisme, c'est les pouvoirs publics aussi qui le créent ou qui le laissent se créer lorsqu'ils ne font pas attention au fait qu'il y a des établissements pour pauvres, pour aller vite, et des établissements pour riches. Et c'est particulièrement vrai quand on regarde le privé, mais pas que. Au sein du public aussi, on a de plus en plus ces espèces de séparations-là qui en viennent à ghettoiser un certain nombre d'établissements et des élèves qui les fréquentent, parce que, bien entendu, c'est l'entre-soi du haut qui crée la ségrégation ou le ghetto du bas. Du bas, d'accord. Justement, vous parlez beaucoup de l'influence des origines sur cette ségrégation scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les mécanismes, comme vous le faites dans le livre, les origines, en fait, finalement? Oui, bien sûr. Là aussi, c'est une conversation longue qu'on a eue tous les deux, parce que... on vit tellement dans un débat public pollué par la caricature que c'est toujours très délicat quand on veut être un peu nuancé, mais en même temps rentrer dans la réalité, être honnête et la complexité des choses. Et dans cette réalité, l'honnêteté nous oblige à dire que... aujourd'hui, les établissements qu'on fuit, entre guillemets, que les familles essayent de fuir, sont pas simplement marqués par leurs caractéristiques sociales, donc des établissements de pauvres pour aller vite. C'est aussi des établissements qui apparaissent aux yeux de tout le monde comme des établissements d'enfants issus de l'immigration, de Noirs et d'Arabes même. Je me demande si on n'utilise pas ce terme-là. Et en fait, elle est là l'immense responsabilité, culpabilité des pouvoirs publics, c'est d'avoir laissé justement s'installer cette réalité-là, car c'en est une. On ne va pas dire le contraire. Il y a des établissements dans lesquels il y a une surreprésentation d'enfants issus de l'immigration, de telle ou telle culture, de telle ou telle religion. Alors après, comment peut-on s'étonner que se crée dans les faits une espèce de communauté d'appartenance qui, souvent, dans ces cas-là, passe par l'installation d'une contre-culture scolaire. Mais la contre-culture scolaire, en fait, je veux dire, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre son installation. Lorsque les enfants font l'expérience au quotidien d'une forme de
discrimination ou d'être laissés à part ou de n'entendre parler d'eux-mêmes à la télé, dans les débats politiques, que sous une forme hostile, négative, etc., et négative, par définition, ils se mettent à rejeter ce qui fait justement cette république, cette nation qui ne veut pas d'eux, et ils se mettent à mettre davantage en avant les stigmates de leurs différences. Nous sommes stigmatisés, eh bien nous allons les mettre davantage en avant. C'est une prophétie autoréalisatrice. C'est une prophétie autoréalisatrice, c'est évident. Et alors la contre-culture scolaire, en plus de mettre en avant tout ça et donc de refuser de se plier à certaines règles et valeurs dites de la République, c'est aussi tout simplement fort de ce ressentiment de n'avoir pas vraiment les mêmes chances de réussite scolaire, eh bien, en finir par ne plus considérer que l'effort scolaire soit une vertu, puisqu'on ne voit jamais le rendement de cet effort scolaire. Donc, du coup, non, en fait, les bons élèves finissent par être mis de côté pointés du doigt, etc. Et la norme qui l'emporte dans beaucoup d'établissements qui connaissent cette réalité difficile, c'est plutôt de ne pas être du côté de l'effort et tout cela. Et donc, je pense que souvent, le débat public qui se contente de dire globalement, il y a ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, vous savez, le fameux mythe de la méritocratie, il me sort par les yeux, je n'en peux plus, en fait. Je veux dire, il suffit d'avoir regardé 3 secondes cette réalité-là pour comprendre que non, ça ne tient pas à ça, si on ça veut, ne tient pas qu'à ça. Non, vraiment pas. Donc, c'est tout ça que raconte ce livre. Et c'est un constat qui est terrible, parce que c'est vrai que vous employez dans le titre le terme ghetto. C'est extrêmement fort. Mais dans ce livre, vous ne faites pas que des constats, vous envisagez aussi des solutions. En tout cas, vous dites qu'il y a des solutions qui existent. Comment on fait pour permettre cette mixité, que ce soit au niveau national ou local, de votre point de vue? Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je voudrais juste finir par une chose avant de venir à votre question. C'est que je vous ai beaucoup raconté ce que ça provoquait de désolation, en quelque sorte, et de ressentiment et de frustration chez les élèves, cette réalité ségrégationniste, en quelque sorte. Mais je voudrais quand même insister aussi sur ce que ça provoque chez les professeurs. Parce qu'en fait, ils en sont malheureux aussi. Hein. Les principaux concernés, c'est-à-dire ces professeurs qu'on envoie quasiment au casse-pipe dans les établissements les plus difficiles, où ils se rendent vite compte qu'en réalité, les dés sont pipés. En plus, comme ils sont généralement jeunes, ils venaient quand même là avec des idéaux, etc. Et je pense qu'il ne faut pas passer sous silence les burn-out, le taux de démission de l'éducation nationale, la souffrance au travail, etc., qui doit être d'autant plus forte que je pense sincèrement que quand on épouse un métier comme celui-là, généralement, c'est parce qu'on est quand même assez... on a des idéaux assez forts, je pense, de justice sociale, d'émancipation par l'école, etc. Donc, donc, il n'y a rien qui va, en fait, dans ce système. Comment est-ce qu'on peut conserver quelque chose qui rende malheureux tant de gens, qui fasse du mal à l'intérêt général, puisque par définition, vous ne faites pas grandir ensemble les élèves, ça veut dire que vous ne les ferez pas vivre ensemble une fois adultes. Hein. Ça veut dire que vous aurez là encore 2 communautés qui s'opposent, qui se regardent avec... soit une curiosité malsaine, soit une hostilité même. Donc, il faut arrêter. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser la question d'abord de ce qui dysfonctionne et arrêter cela. Et je pense que ce qui dysfonctionne quand même, et là, on doit évoquer la question du privé qui, ces dernières années... Longtemps, le privé a semblé un peu complémentaire du public. Moi, je ne suis pas une farouche anti-privé. Je sais que ça existe dans le débat. Non, mais ça existe. J'en rencontre souvent des gens qui disent, après tout, pourquoi il y a des pays qui n'ont pas de système privé. Bon, moi, je ne suis pas forcément comme ça, parce que je comprenais qu'on puisse, au sein même d'une fratrie, avoir un enfant à qui l'école du coin ne convient pas et le mettre dans une école privée. Bon, le problème, c'est que depuis quelques années, l'enseignement privé joue un jeu qui est un jeu extrêmement problématique et qui est un jeu d'embourgeoisement recherché et d'entre-soi voulu et marketé. C'est-à-dire qu'en gros, l'adresse à l'égard des parents, c'est de dire mettez vos enfants chez nous, au moins ils seront dans cet entre-soi-là. Et donc, ça veut dire qu'on a un sujet avec la liberté totale de recrutement de l'enseignement privé qu'il faut savoir remettre en question. Je pense que, en fait, on est le seul pays, la France, à offrir à notre enseignement privé 2 choses à la fois le financement public, quand même très important. Si on met tout bout à bout à l'échelle nationale, c'est quand même 10 milliards par an
Tout bout à bout, ça veut dire État, collectivité locale, etc. 10 milliards par an pour l'enseignement privé. Et en même temps, donc, l'argent public et en même temps, la liberté totale de recrutement. Et en fait, ça, pour moi, ça ne va pas. Parce que vous prenez 2 pays autour de nous qui ont aussi de l'enseignement privé, par exemple le Royaume-Uni d'une part et l'Espagne de l'autre. Le Royaume-Uni, l'État ne donne pas d'argent, mais du coup, l'enseignement privé est libre de son recrutement. L'Espagne, l'État donne de l'argent, mais du coup, l'enseignement privé n'est pas libre de son recrutement. Vous voyez, donc en fait, il y a une logique. Et il n'y a qu'en France que nous avons le beurre et l'argent du beurre pour l'enseignement privé. Au détriment, quand même, de l'intérêt général qui commande cette mixité sociale dont je vous parle. Participe de ces ghettos, des ghettos c'est évident, bien sûr, c'est évident. C'est évident. D'autant que, je vais vous dire, c'est évident à 2 titres. D'abord, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que l'enseignement privé va dire aux familles, mettez vos enfants ici, comme ça ils seront dans l'entre-soi bourgeois. Et leur indice de positionnement social, c'est-à-dire leur composition sociale à ces établissements privés sur ces 10 dernières années, mais a pris au moins 5 points, n'a cessé d'augmenter, c'est-à-dire de s'embourgeoiser. Ça, donc, c'est une évidence. Et la deuxième chose, mécanique à l'œuvre, c'est que parce qu'ils se comportent comme cela, ils tirent les établissements publics vers ce même type de comportement. Et donc, des établissements publics, j'allais dire, qui normalement auraient reçu un peu tous les élèves, etc., par peur de voir filer les familles un peu aisées, vont reproduire en leur sein des espèces d'éducation à 2 vitesses, où on a les classes pour les meilleurs, les classes pour les moins bons, parce que sinon, et ils se tournent vers vous, j'ai eu cette expérience comme ministre, les établissements publics en question, les collèges publics par exemple, se tournant vers moi et me disant « mais oui, mais le problème c'est que si on n'a pas ça, si on n'a pas des classes avec des options, des filières, etc. pour les plus aisés et les meilleurs, eh bien, on va avoir une fuite vers le privé des familles en question. Donc, en fait, ce comportement du privé nourrit y compris cette espèce de séparatisme qui se crée parfois au sein même des établissements, ce qui est encore pire, parce que finalement, quand c'est au sein d'un établissement, vous imaginez, vous êtes élève, il faut toujours se mettre à la place d'un élève. Vous arrivez, vous avez 11 ans, vous entrez en 6e, vous vous dites « Ah je suis dans un établissement c'est arrivé à ma fille, qui a l'air pas mal, où il y a des gens de différents niveaux sociaux, etc. » Puis après, au bout de 2 mois, vous vous rendez compte que tous les gens qui ont un peu plus les moyens, les codes, etc., ils sont tous dans ce qui est considéré comme la bonne classe, la 6e 5, voilà, avec plus d'options, plus de temps, plus de machin et plus d'ambition pour elle, et pas vous. Mais donc, en fait, rien de tout cela ne va. Donc, il faut arrêter de laisser la liberté totale de recrutement au privé. Il faut revoir ça. Leur imposer des mécanismes de mixité scolaire et sociale. Scolaire, parce qu'il ne s'agirait pas pour eux de dire « Ok, je fais un peu de mixité sociale, je prends des boursiers. » la mixité, quoi. Ouais, mais il ne s'agirait pas pour eux de dire « Je prends quelques boursiers pour faire de la mixité sociale, mais du coup, je prends les meilleurs, ceux qui ont les meilleurs résultats, donc je déshabille les établissements du public. » Donc, scolaire, ça veut dire « on est une école, on doit accueillir des gens au niveau scolaire différent et les faire progresser tous. » Bon. Donc ça, c'est des mesures au niveau national qui peuvent être prises. Exactement. Et puis, s'agissant du public et de la façon dont on mélange un peu mieux les élèves, il faut, et ça se joue notamment à l'échelle des collectivités cette fois-ci, qu'on pense systématiquement des établissements dans lesquels on mélange les élèves. Alors, soit... parce qu'il y a un contournement de la carte scolaire, bien sûr. En plus de la réalité des établissements qui vont se retrouver. Oui, je ne l'ai pas assez dit, mais ça va de soi. Le contournement de la carte scolaire, c'est aussi un jeu national, comme vous le savez, un sport national. Donc, en fait, ce qu'on a fait à partir de 2015, comme type de solution à l'échelle des collectivités locales, c'était justement très divers. C'est en fonction du territoire dans lequel vous êtes, ça va être adapté. Par exemple, vous êtes dans une ville dans laquelle vous avez un métro, une ligne de métro, donc c'est très facile d'aller d'un point à un autre en 5 minutes au lieu d'une demi-heure si vous deviez le faire à pied. Vous pouvez tout à fait redessiner la carte scolaire en suivant le tracé de la ligne de métro, ce qui permet à votre carte scolaire de mélanger plusieurs arrondissements à la composition sociale très diverse. Et donc, dans le collège,
du secteur, d'avoir un vrai mélange. Et puis sur les déplacements en transport. Oui, absolument. Vous pouvez donc jouer sur les déplacements, mais ça vaut pour les grandes villes, pas forcément pour ailleurs. Il y a des endroits où vous pouvez tout simplement, je dis tout simplement, justement, c'était tellement original de le faire à ce moment-là qu'avant, ça n'avait pas été fait, mélanger des collèges ensemble. Et les mélanger, si je prends par exemple l'exemple du 18e arrondissement avec le collège Berlioz et le collège Crossvox, un collège plutôt défavorisé, un collège plutôt favorisé, mais qui se trouvait genre à un quart d'heure de distance à pied, eh bien, l'idée qui a émergé dans nos expérimentations, ça a été de dire on va prendre les élèves de ces deux collèges et on va les mettre ensemble. Bon, évidemment, on n'aura pas la place dans un seul des collèges de les mettre tous ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une montée alternée. Ils feront leur 6e, 5e dans le premier collège et leur 4e, 3e dans le second. Mais on les mélange bien tous ensemble. Oui. Bon, donc ça, c'est un exemple. Le 3e exemple intéressant, c'est à Toulouse où... si vous connaissez un petit peu le quartier du Mirail, qui est un quartier qui... a un certain nombre de difficultés sociales, de sécurité, enfin, vraiment rien n'allait, avec 2 collèges qui, du coup, étaient pour l'un près d'un point de deal, enfin, rien n'allait, quoi. Et bien, la décision a été prise de mettre fin à ces 2 collèges, tout simplement, de les fermer, et les 1300 élèves qui étaient dedans, de les sortir et de faire comme du busing à l'américaine et de les envoyer dans des collèges du centre-ville où ils ont été accueillis et maintenant ils font partie de ces collèges de centre-ville. Donc c'est un énorme boulot, je vous laisse imaginer parce que... C'est pas en un claquement de doigts. C'est pas en un claquement de doigts. Il a fallu une 40aine de réunions publiques avec les familles pour préparer ce truc. Et c'est pour ça que c'est important de partir des territoires. Oui, parce que j'imagine que la communication auprès des familles, c'est énorme. Oui. Mais c'est énorme. L'acceptation, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler l'acceptation des 2 côtés. Mais absolument, des 2 côtés. Et c'est important de le dire parce que tout le monde n'y pense pas. Oui. Des 2 côtés. Parce qu'en fait, on part souvent du principe que ils vont vouloir les gens. Les familles riches, elles vont être réticentes, mais en fait, il faut penser aussi aux familles moins riches, les familles dites pauvres, qui, elles aussi, peuvent être réticentes, et réticentes pour des raisons qui sont tout à fait entendables, sur le mode... je suis pas sûre que mon enfant... Bon, d'abord, ça fait loin pour lui d'aller jusqu'au centre-ville. Il y a quand même des barrières symboliques dans toutes ces histoires. Puis, je suis pas sûre qu'il ait les codes. Si ça se trouve, il va perdre toute son estime personnelle en se retrouvant qu'avec des élèves qui sont meilleurs, etc. Donc je pense que, en fait... Ce que montre ce livre, à travers le récit de ces expérimentations, du temps qu'elles ont pris, de la dentelle dans laquelle ça s'est fait vraiment, et j'en rends hommage, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, je rends hommage vraiment à tous ceux qui ont constitué cette communauté de l'anneau qu'on avait créée à ce moment-là, parce que j'avais quand même pris mon bâton de pèlerin pour aller voir tous les présidents de département, pour les convaincre les uns après les autres. J'avais demandé au service de travailler en détail la carte des territoires. On la connaissait vraiment rue par rue des territoires expérimentateurs pour vraiment aller dans les détails. Bref, donc ce que raconte ce livre, c'est qu'en fait, c'est à ça que doivent ressembler les politiques publiques. Tout ce qui est communiqué de presse salvateur d'un ministre qui vous dit « c'est bon, demain j'ai résolu le décrochage scolaire, puis après-demain le harcèlement, et puis machin ». Enfin, c'est pas vrai, en fait, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aller sur le terrain, il faut entendre les gens. Les gens n'ont plus confiance dans le politique. L'histoire des réunions publiques que je vous raconte, elle est importante parce qu'en fait... spontanément, ils ne vous feront pas confiance, les gens. Donc, il faut tout ce temps de discussion avec eux pour lever leurs réticences, pour répondre aux objections, pour les rassurer. Peur aussi, Exactement. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, ça marche. Et à la fin, ça a marché. Et donc, ces expérimentations, pour vous, elles sont modélisables ? Alors, c'est une question très intéressante, puisque, vous savez, c'est marrant, parce que moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'étais un petit peu sur ce logiciel de pensée-là, cet idéal où je me disais, on repère dans un établissement, exactement, dans un établissement scolaire, une expérimentation qui a marché, évidemment qu'il faut la généraliser. C'est comme ça que j'en suis venue à adopter des réformes, notamment la réforme du collège, par exemple. Je me souviens, on avait des établissements, enfin des collèges en l'occurrence, dont je constatais que depuis quelques années, ils expérimentaient l'apprentissage de l'anglais 1 an plus tôt que ce qui était jusqu'alors pratiqué, donc à partir de la 5e au lieu de la 4e, enfin de la seconde langue, 5e. Oui, pas de langue, de la seconde langue, peu importe. De la 5e au lieu de la 4e. Et ça marchait du tonnerre de Dieu. Alors donc, du coup, dans les réformes que je conduis, je dis, on va avancer d'1 an cet apprentissage de la seconde langue vivante pour tous les collégiens.
Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt, autant que l'étaient ces initiateurs originels. Des tas de questionnements commencent à se poser, puis du coup, de la pression, de la tension, de la polémique. Vous vous êtes rendu compte de manière très empirique, en fait. En fait, je me suis rendu compte que parfois, croyant bien faire, on pense vraiment que généraliser rapidement, ça va dans l'intérêt de l'égalité, pour le coup, de tous devant le service public. Mais en fait, que c'est aller trop vite en chemin, ou c'est ne pas s'adapter, et c'est contre-productif. Donc, en fait, la conclusion de ce livre, elle est plutôt de dire ce qui doit être national, c'est les objectifs. Nous devons avoir comme objectif que sur tous les territoires de France, il n'y ait pas... des objectifs nationaux avec des déclinaisons locales. Exactement. D'accord. Que le taux de... L'indice d'entropie, c'est-à-dire la différence entre de composition des établissements scolaires en fonction de la réalité de leur territoire. Que cet indicateur-là soit regardé avec attention pour qu'il soit réduit absolument partout en France. Donc, on se donne un objectif clair pour mettre fin à cette ségrégation dont on parle depuis tout à l'heure. Mais qu'à partir de cet objectif clair, eh bien, territoire par territoire, les solutions soient différentes. Et je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est aussi ça l'avenir de nos politiques publiques, des politiques publiques plus individualisées, plus proches des gens, des territoires, des réalités de vie. Voilà, c'est pas des droits en moins. Longtemps, j'ai cru que ça pouvait porter préjudice à l'idée de même droit pour tous, mais en fait, de plus en plus, je me dis que ce qui compte, c'est l'atteinte de l'objectif. C'est intéressant, cette idée d'objectifs généraux, on va dire nationaux, et puis qui sont déclinés de manière très particulière au niveau local. C'est vrai que nous, Ébullition, on est une association locale, on va dire régionale au mieux, mais en tout cas assez localisée sur Lyon et sa métropole. Et justement, il me venait la réflexion, on intervient beaucoup à l'école, mais dans la scolarité d'un enfant, évidemment, l'école, elle est centrale, mais il n'y a pas que l'école. Il y a aussi l'environnement éducatif, ce que lui propose la communauté éducative dans laquelle il est. Nous, on tente des expériences de mixité, justement, sur des centres de loisirs, qui sont des centres de loisirs scientifiques, qui se déroulent donc pendant les vacances. Pareil, ça va être un travail avec l'école. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est les vacances scolaires que l'école ne participe pas à aller voir, à aller chercher, nous aider à renseigner les familles, à faire comprendre aux familles que ça vaut peut-être le coup, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire un trajet un peu plus long pour venir amener son enfant à un centre de loisirs auquel il n'aurait pas participé s'il n'avait pas été informé par cette école, etc. Donc, il y a ce travail vraiment très local. Est-ce que vous aussi, vous avez des exemples, vous connaissez des expérimentations hors l'école qui participent d'une plus grande mixité qui permettent de combattre ces ghettos qui ne sont pas que des ghettos scolaires non plus? Moi, j'ai plutôt envie de vous répondre que ce que vous décrivez là, et je vous félicite de cette action, franchement, devrait être beaucoup plus régulier, fréquent, et que j'ai le sentiment que notre époque va plutôt à réduire ce genre de choses. Par exemple, comment ça s'appelle ? Les colonies de vacances. Longtemps, les colonies de vacances ont été le lieu par excellence d'éducation populaire et d'accès aux loisirs dans lequel on trouvait une certaine mixité sociale parce que ça répondait de toute façon à des besoins de familles, qu'elles soient plus riches ou plus pauvres. Et en fait, ces dernières années, moi, j'ai quand même constaté que se sont développées des offres qui sont, là encore, c'est un peu comme ce que je disais de l'enseignement privé tout à l'heure, marketées pour être offertes à des familles qui ont beaucoup de moyens et qui, du coup, détournent ce volant d'enfants qu'on retrouvait plutôt aisé dans les colonies scolaires, les colonies de vacances. Et donc, du coup, les colonies de vacances, aujourd'hui, de plus en plus, me semblent être destinées quasiment qu'aux familles modestes. Donc, je crois que ce que vous faites est très important et que... vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que la question n'est pas simplement celle du tarif et du fait que ce soit accessible financièrement ou pas. C'est la question des codes, c'est la question d'être informé, d'accepter d'aller un peu plus loin pour accéder, en l'occurrence, à cette culture scientifique que vous offrez. Donc ça veut dire que les structures qui mènent ce genre de politique doivent
accepter l'aller vers, le caractère proactif de leur démarche. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir quelque chose et puis de dire on vous attend, mais vraiment... de les accompagner. Les accompagner, d'aller les chercher, les prendre par la main. Alors que c'est possible. Voilà. Alors parfois... Je comprendrais que certains détracteurs disent « Oh là là, mais c'est quand même faire beaucoup d'efforts. Les gens doivent aussi se prendre un peu par la main. » Mais les détracteurs en question, que je finis par un peu comprendre, en fait, n'ont aucune idée de ce qu'est la réalité de vie d'un certain nombre de familles. C'est pas vrai que... Vous voyez, par exemple, je prends une famille monoparentale avec une femme à sa tête qui galère pour joindre les deux bouts, qui a 3 boulots, qui bosse notamment de nuit... Mais ça n'existe pas de se tenir au courant de ce qui existe, d'avoir le temps d'accompagner ses enfants et tout ça. Donc, en fait, de la même façon que je disais tout à l'heure, les politiques publiques devraient s'intéresser un peu plus à l'individualisation, la vie des gens, etc. Je pense que le débat public, les observateurs devraient aussi s'y intéresser. Et tout à l'heure, vous avez insisté à juste titre, parce que ce n'était pas dans mes questions de départ, sur les enseignants, les enseignantes. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup, notamment dans les quartiers prioritaires. Donc, ce sont nos partenaires, quoi. Il y a je parlais tout à l'heure de communauté éducative, ils sont au premier plan de ces questions-là. Ils sont aussi, vous l'avez dit, très jeunes. Il y a des problématiques de formation, nous on le voit sur la question des sciences. Il y a quand même toujours 90% des enseignants de l'élémentaire, du primaire qui sont littéraires, qui n'ont pas de formation. On le constate, puisqu'on fait beaucoup appel à nous. J'imagine que dans les solutions aussi, pour favoriser cette mixité, c'est aussi peut-être répartir différemment aussi ces jeunes enseignants, pas forcément les envoyer immédiatement des établissements où c'est le plus difficile. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose aussi dans leur formation à faire. Non, mais c'est évident. Vous savez, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est un totem ou un tabou, les deux à la fois. Les deux à la fois, sans doute, autour de la question du statut national, du fait qu'il ne faille jamais y déroger, c'est comme ça que ça fonctionne, le concours, et puis ensuite l'affectation sans qu'on puisse décider ou choisir son académie, etc. Enfin, toutes ces choses-là. En fait, quand j'étais ministre de l'Éducation, en vérité, il y a eu des moments où j'ai réussi quand même à déroger à la règle, et pour de très bonnes raisons. Par exemple, constatant que certaines académies étaient lourdement déficitaires, pas attractives du tout, donc déficitaires en personnel enseignant. Je me souviens avoir créé... le concours spécial pour l'Académie de Créteil qui permettait en gros d'avoir pour cette académie-là 2 concours au lieu d'un pour recruter des enseignants. C'est-à-dire que y avait le concours qui concernait toutes les académies. Hop, chacun trouvait ses enseignants à recruter. Il n'y en avait pas suffisamment à Créteil. Donc du coup, on refaisait passer un concours à tous les autres qui n'avaient, y compris, pas été admis dans d'autres académies, mais pour les inciter à venir à Créteil. Donc, voilà. Et c'était très critiqué. C'est le levier d'incitation. Ouais. Donc, mais c'était une façon de passer outre cette idée d'une règle générale qui vaut pour toutes les académies, tous les professeurs, Et c'était assez critiqué par certains au début en disant, voilà, c'est une façon de mettre à mal ce fonctionnement homogène et unique. Mais moi, je pense qu'il faut accepter de temps en temps de le mettre à mal. Et que, par exemple, ce que vous dites sur le fait que ce soit toujours les plus jeunes enseignants qui soient envoyés dans les territoires les plus difficiles mérite qu'on le mette à mal et qu'on revoie cette règle. On pourrait tout à fait prévoir le contraire. On pourrait prévoir des points supplémentaires qui fassent que, précisément parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont besoin encore de se durcir d'une certaine façon, on les envoie dans des endroits plus confortables. Mais ce que dit le livre aussi, c'est que si vous faites de la mixité sociale dans les établissements scolaires, ce problème se pose un petit peu moins. Oui, évidemment. Voilà, parce que du coup, ça veut dire que les élèves sont un peu répartis partout, donc il n'y a plus ces établissements lourdement problématiques. Par contre, c'est vrai qu'on se retrouve donc avec si on y arrive, et c'est ce que j'espère, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec beaucoup plus d'hétérogénéité des élèves, au sein des établissements et des classes. Et ma question, elle est... parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous on utilise la pédagogie active, notamment en sciences, mais est-ce que vous pensez que la pédagogie active, ça peut être aussi un moyen de faire face pour les professionnels à cette hétérogénéité à terme? Alors moi je le crois, vraiment. Mais je pense qu'il faut être formé pour cela. C'est ce que vous disiez sur l'absence de formation continue.
On a un énorme sujet dans notre pays qui est qu'on ne prend pas au sérieux cette formation continue. Elle disparaît d'ailleurs très régulièrement des radars, du débat public, de la conversation publique. C'est étonnant, hein. C'est pas faute à chaque fois de remettre le sujet sur le tapis en disant mais c'est essentiel en fait. C'est tellement évident que c'est essentiel, ne serait-ce que parce que il suffit d'avoir des enfants soi-même pour comprendre à quel point, avec juste 3 ou 5 ans d'écart entre 2 enfants, en fait, les 10 enfants ne baignent pas dans le même environnement, donc n'ont même pas les mêmes référents et donc n'ont pas les mêmes points d'appui sur lesquels s'appuyer pour les enseignants, pour leur faire acquérir des connaissances. Donc, ça dit suffisamment, à mon avis, à quel point les enseignants doivent être régulièrement reformés pour justement être performants dans cette démarche d'acquisition des connaissances des élèves. Et au lieu de ça, c'est toujours le parent pauvre, la formation continue. Dès qu'on a l'occasion de le faire, on la coupe. Moi, je dis souvent qu'il faut avoir en tête que les enseignants japonais ont 100 heures de formation annuelle continue par an. 100 heures. Quand on pense qu'en primaire, chez nous, ils en sont à 18 heures annuelles. Oui, c'est ça. Donc je pense que la pédagogie active, c'est très important, mais à condition d'être un peu accompagné. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. Moi aussi, je sais que je suis un peu longue, je suis désolée. Non, vous avez été très bien. Merci beaucoup à Najat Vallaud-Belkacem. À bientôt et bon courage pour vos activités. Merci beaucoup. Merci à Najat Vallaud-Belkacem d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.